Lorsque je parle de la guerre, restons dans les sujets. Lorsqu'on parle de est-ce que la RDC est en guerre, c'est ça le débat. Si vous étiez un enseignant, essayez de composer un TP, donnez aux étudiants, à vous remettre dans 48 heures. TP, est-ce que la RDC est un État en guerre? Et évaluez maintenant les réponses, les différentes réponses des étudiants. Et vous allez vous rendre compte que le Congo n'est pas en guerre. C'est là où je dis qu'il y a une confusion qui loge en vous. Un doctorat en relations internationales qui n'a pas honte de dire à Fumoto un confusionniste. S'il vous plaît, je vous contrains dans le fond. Si vous n'avez pas le temps de suivre, ceux qui vont suivre vont vous dire comment vous avez étalé vos bassesses. Je l'ai dit, je réitère vos propos, que mon aîné, je ne pense pas que ce fil de temps, de l'âge, je ne sais pas, mon aîné demeure dans la confusion. Vous voyez, un concept simple, il divague, il va dans une autre dimension, alors qu'un mot peut être polysémique. Merci. Comment quelqu'un qui fait les relations internationales, qui est politologue, va dire, comme le Rwanda ne s'est pas encore déclaré clairement, il n'y a pas. Mais alors, si alors il n'y a pas de guerre, l'accord de cesser les faits, l'accord de l'affaire de route de Rwanda, Kagame a signé en acceptant le retrait des groupes d'M23 vers leur cantonnement. Il a agi en tant que qui? En tant qu'un autre Congolais ou en tant que les parrains d'M23. Merci. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse axée sur le débat politique. Et aujourd'hui, on va vous présenter deux figures influentes de l'univers médiatique, à savoir Fumototo et Aristote Ngarimé. Comme vous le savez, Fumototo est membre de l'Union Sacrée, l'un des communicateurs influents de cette plateforme politique qui dirige le président de la République. Et aujourd'hui, face à lui, Aristote, qui est le secrétaire national chargé de communication et médias au sein du PPRD, parti que dirige Joseph Kabila. Donc, vous le voyez venir. Aujourd'hui, nous aurons un débat entre le camp Tshisekedi et le camp Kabila. Mon estimé, mon aîné qui est en face de moi, demeure dans une approche confusionniste lorsqu'il faut aborder plusieurs questions. D'abord, il est interdit à un scientifique de son rang de ramasser les concepts et les coller à quelqu'un. Ramasser. Ces deux intervenants vont à chacun utiliser la communication politique pour défendre leur position ainsi que leur parti. Commençons par Aristote Ngarimé. Il a sans tarder attaqué Fumototo en le qualifiant de confusionniste. Si je me rappelle, nous étions en train de discuter sur la notion de la guerre. La guerre. C'est de là que j'ai dit que mon aîné était confusionniste. Ce n'est pas lui qui peut se tromper. L'État congolais n'est pas en guerre contre le Rwanda. C'est là où la confusion est née. Sur le plan formel, sur le plan scientifique, sur le plan constitutionnel, l'État congolais n'est pas en guerre. Parce qu'il faut remplir un certain nombre de points pour en effet parler que l'État est en guerre. Lorsque vous prenez l'Ukraine, vous prenez la Russie, je n'ai pas besoin de vous définir ce que c'est la guerre. Vous voyez l'affrontement entre les deux États sur le terrain. Du coup, vous allez vous rendre compte que ces deux États sont en guerre. J'ai rappelé à mon aîné qu'il y a trois dimensions pour qu'un État puisse entrer en guerre avec un autre. Trois dimensions. Si ces trois dimensions sont affectées, que vous le vouliez ou pas, vous devez déclarer la guerre. Trois dimensions en relations internationales. La première dimension, si les intérêts vitaux d'un État sont menacés, l'État doit déclarer la guerre. Les intérêts vitaux, je fais allusion aussi à la survie de l'État. Lorsque c'est menacé, lorsque c'est en danger, un État doit déclarer la guerre. Deuxième dimension, lorsque la prospérité économique d'un État est menacée, lorsque on asphyxie un État sur le plan économique au point où sa prospérité est entamée, un État doit déclarer la guerre. Et enfin, troisième dimension, lorsque l'identité culturelle d'un peuple, d'une nation est menacée, un État peut déclarer la guerre. Donc, il y a trois dimensions qui poussent un État à déclarer la guerre. Hormis ces trois dimensions, sur le plan constitutionnel, il y a des exigences. Sur le plan international, il y a des exigences. Raison pour laquelle j'étais en train d'analyser comme intellectuel, comme scientifique, le cas du Rwanda.
C'est pourquoi je vous ai dit, formellement, nous n'étions pas en guerre. Je suis d'accord ce que vous avez dit la fois dernière. Le droit international viendra constater que les deux États se battent. Là, c'est vrai. Mais vous d'abord comme État agressé, vous devez rappeler un certain nombre de points pour y en arriver là-bas. Je ne sais pas si vous avez déjà appris une fois une seule bombe de la RDC a atteint le sol rwandais. Je ne sais pas. Si c'est le cas, je ne sais pas. Je ne sais pas si vous avez déjà vu l'affrontement entre des armées reconnues par des supplétifs. Je parle de deux armées loyalistes. Je parle ici, je parle des armées rwandaises et armées congolaises entrées en guerre. Donc nous sommes dubitatifs. Merci. Nous avons peur de déclencher la guerre. Okay. Donc il ne suffit pas de dire que nous sommes agressés pour que cela soit vrai. Encore qu'il y a des exigences pour qu'on arrive là. Mon aîné était dans une approche pour dire que Aristote constate simplement qu'il y a la guerre. Or, j'ai dit à mon aîné, il ne m'a pas répondu. Lorsqu'on parle de la guerre entre des États, il y a d'abord, on commence par le rappel de l'ambassadeur. On rappelle l'ambassadeur pour consultation. Si on se rend compte que le conflit, le contentieux continue, on s'y prie même. On rend la relation diplomatique. C'est un signal fort pour déclarer qu'on est en guerre. Merci. À ce stade, je souhaite être contredit par des vrais doctrinaires pour nous dire effectivement si le Congo est en guerre. Merci. Au vrai sens du terme. En fait, cette méthode vise à discréditer son adversaire et à montrer qu'il n'est pas clair dans ses idées. C'est une méthode classique dans le débat politique. Ensuite, Aristote a contesté les affirmations de Fumutoto selon laquelle l'État congolais est en guerre avec le Rwanda en affirmant que c'est faux. Et ici, il utilise un argument logique pour prouver son opinion afin de renforcer sa position. Et pour rendre son propos accessible, il prend l'exemple de la guerre entre la Russie et l'Ukraine pour permettre à l'opinion de comprendre, de mieux comprendre son argument et de montrer qu'il maîtrise le sujet. Pour finir, il explique pourquoi est-ce que les conditions d'une guerre ne sont pas encore remplies. Cela lui permet de renforcer sa position et d'affaiblir celle de Fumutoto. Maintenant, parlons de la réaction à chaud de Fumutoto. D'abord, il était interdit à un scientifique de son rang de ramasser les concepts et les coller à quelqu'un. Ramasser. Quelqu'un peut entretenir une confusion autour d'un débat. Cela ne lui donne pas directement l'étiquette de confusionniste. Okay. Parce que les confusionnistes, ça devient l'état permanent d'une personne. Okay. Mais il dit la confusion est née du fait que j'étais dans une approche différente de la sienne. Okay. Fumutoto, lui, commence à défendre son intégrité en affirmant qu'il est inacceptable de qualifier quelqu'un de confusionniste tout simplement parce qu'il a des idées qui sont différentes de vôtres. Cette stratégie vise à établir sa crédibilité et à montrer qu'il mérite le respect. Bon, étant qu'aîné, il mérite le respect quand même. Quand même, il mérite le respect. Personne n'est confusionniste. Chaque personne est cantonnée dans sa perception du monde. Okay. Vous voyez que c'était un concept ramassé, creux qu'il a ramassé pour me coller. Il a dit, mon aîné a pris de l'âge, il est devenu confusionniste. Okay. Comme s'il liait la confusion à l'effet de l'âge. Okay. Alors que le professeur, mon professeur Chadari Emmanuel Ramassa, en sciences politiques, faculté des sciences sociales, politique administrative de Niki, il a pris de l'âge plus que moi. C'est vrai ça? Oui, mais parce qu'il est plus âgé que moi. Ah, ok. Maintenant, lui pense que si quelqu'un a plus de 40 ans, il devient confusionniste. Deuxième stratégie de Fumutoto, c'est la stratégie de déconstruction. Je vous explique. Il conteste d'abord l'étiquette de confusionniste, la qualifiant d'abusive. Cela lui permet de désamorcer les attaques de Aristote, montrant que cela ne sont pas justes et ça ne reflète pas la réalité. Nous, on a fait un nom dans ce pays et nous avons le prix de ces noms. Nous n'allons pas accepter de les perdre à cause des jeunes gens qui viennent et qui nous ont trouvés au débat et que nous avons même inspiré.
s'il m'abuse. J'étais à l'université avant lui, j'étais au débat avant lui. Et alors, lorsqu'il y a un débat de ceinture, alors il faut que je défende ma ceinture. Il vous reste 30 secondes. Troisième stratégie de Fumotolo, il a utilisé la stratégie d'autorité. Il a évoqué son expérience en affirmant qu'il a été au débat avant Aristote, qu'il a été également dans la politique avant Aristote. Cette stratégie lui permet de renforcer sa légitimité, soit de rétablir sa légitimité après les attaques d'Aristote, voilà, de rétablir sa légitimité et de montrer qu'il sait de quoi il parle. Voilà la fausseté dans vous. Vous avez dit que la guerre ne peut être déclarée que lorsqu'on réunit trois conditions. Voilà, vous opposez les intérêts et la prospérité économique d'un pays. Vous avez dit lorsque les intérêts de l'État sont menacés. Et ensuite, lorsque la prospérité économique de l'État est menacée. C'est une tautologie inutile. Mais... Quatrièmement, comme Aristote, lui également utilise l'argument logique. Donc, il critique les idées avancées par Aristote sur la guerre et l'économie en le qualifiant de tautologie. Et cette stratégie d'argument logique montre qu'il analyse le propos de son adversaire et il peut démontrer leurs limites et leurs faiblesses. Parce que l'économie, c'est une science qui étudie les besoins de l'homme, les moyens de production et les biens de consommation. Et qu'il n'y a pas d'économie s'il n'y a pas d'intérêt. Et dans cette fonction de l'État, la première fonction, la deuxième, c'est l'État lui-même est une structure, est une organisation sociale uniquement à la recherche de l'intérêt général. L'État. Okay. Alors, il ne peut pas opposer les intérêts de l'État et la prospérité économique. Plus l'atteinte à la souveraineté culturelle. Ce sont des choses ramassées, ça n'a aucun fondement. Merci. Et ensuite, la stratégie de reformulation. Cette reformulation des enjeux permet de montrer que sa compréhension des problèmes est plus nuancée. Donc plus nuancée. Mais pour cette première partie de ce débat, on a vu comment est-ce que Aristote a utilisé les attaques personnelles ainsi que les arguments, entre autres l'argument logique, pour critiquer Fumotolo, tandis que de son côté, Fumotolo a défendu son intégrité en clarifiant certains concepts qui étaient en jeu. Donc, on comprend directement que ce débat a mis en exergue, soit a mis en lumière, plusieurs stratégies de communication. D'ailleurs, dans l'intervention de Fumotolo, on a repéré plus de 5 stratégies de communication. Je vous laisse suivre la deuxième intervention. Cette fois-ci, je vais pas mettre des analyses. Je vais pas analyser. Et je vous laisse le temps de suivre. Et puis, à vous le clavier pour nous dire qui a été à la hauteur. C'était Pitiems, toujours là pour vous servir. J'aurais voulu que mon aîné se calme. Ok. Ce qu'il a dit, ce qu'il a fait, permettez-moi d'appeler ça de la logorie. Ok. En réalité, vous vous êtes enfoncé encore une fois davantage. C'est vrai ça? Je vous dis. Lorsque je vous dis que vous vous enfoncez dans la confusion, c'est tout simplement parce que lorsque je parle de la guerre, restons dans les sujets. Lorsqu'on parle de est-ce que la RDC est en guerre, c'est ça le débat. Si vous étiez un enseignant, essayez de composer un TP, donnez aux étudiants, à vous remettre dans 48 heures. TP, est-ce que la RDC est un État en guerre? Et évaluez maintenant les réponses, les différentes réponses des étudiants. Et vous allez vous rendre compte que le Congo n'est pas en guerre. C'est là où je dis qu'il y a une confusion qui loge en vous. Au fil, je réitère encore mon propos. Il ne suffit pas d'être né avant nous, que vous puissiez en effet nous rappeler ça ici. Hein? Avant vous aussi, il y avait des gens qui existaient, que nous avions suivis. Là n'est pas le problème. Le problème, c'est de se mettre à jour et de continuer à porter un piste. Lorsque j'évoque les éléments qui poussent un État à déclarer la guerre, mais Fumotolo me remet en cause. Est-ce que les étudiants suivent cette émission? Regarde cette émission. Ça ne vient pas de moi. C'est universellement acceptable. Lorsque je parle de 3 dimensions pour qu'un État puisse entrer en guerre,
Quand je parle de la survie d'un État, si l'État est menacé, la survie d'un État est menacée, l'État peut aller en guerre. La prospérité économique, lorsque le Rwanda exploite nos minéraux pour s'enrichir, donc le Rwanda est en train de nous attaquer, de nous appauvrir. Il attaque notre prospérité économique. Lorsqu'il y a l'identité culturelle est menacée, lorsque le Rwanda dit nous viendrons au Congo pour protéger une minorité qui se trouve au Congo. Mais qui est le Rwanda pour venir protéger une minorité qui se trouve au Congo? Une identité, une affaire purement congolaise. Donc ça ne vient pas de moi, monsieur. Tout celui qui a fait des bonnes études ne va pas me contredire. Je souhaite que les éminents professeurs ne puissent pas suivre cette émission. En réalité. Et puis vous voulez engager un débat sur l'État, j'aurais bien voulu qu'on engage. Parce que moi j'ai écrit sur ça. Okay. J'ai une approche purement internationaliste. J'ai un regard beaucoup plus politologique aussi de l'État que je peux démontrer ici. Alors, vous avez évidemment payé les arriérés. Je constate que mon aîné, se souvient très bien, je l'ai dit, je réitère vos propos, que mon aîné, je ne pense pas que c'est au fil de temps, de l'âge, je ne sais pas, mon aîné demeure dans la confusion. Vous voyez, un concept simple, il divague, il va dans une autre dimension, alors qu'un mot peut être polysémique. Merci. Ma thèse. Vous avez ensuite dit que le mot est polysémique. Mais vous avez parlé de la sémantique. Moi, je pensais que vous étiez en train d'évoquer la sémiologie. À ce moment, on devait se raconter. Je ne sais pas pourquoi vous avez évoqué la sémantique ici. Mais vous l'avez évoqué pour me donner raison. Attendez. Un mot a toujours plusieurs sens. Ça veut dire que chaque auteur, lorsqu'il l'utilise, il les met dans le cadre définitionnel, dans le contexte de son analyse. Et donc, le fait que je puisse définir, que j'ai défini la guerre de ma manière ou que je l'ai placé dans un contexte, ne fait pas de cela, de ma thèse, une confusion. Il a dit que ces arguments vous avez ramassé ça où? Voici comment je vous ai contredit. Non, universel en sciences politiques ne veut pas dire accepté par tout le monde. Universel en sciences politiques ne peut pas être, lorsque vous n'êtes pas en mesure d'opposer un argument, vous dites universel. Non, vous n'avez pas été à la hauteur d'analyser ça et de nier ça. Pourquoi vous avez dit universel? Je vous contredis, voici, vous n'avez même pas compris la pertinence de ma contradiction. Vous avez soulevé 3 camps pour qu'il y ait déclaration de la guerre. Il faut que les intérêts de l'État soient mis en danger. Après, vous avez dit qu'il faut que la prospérité économique de l'État soit mise en danger et que son identité culturelle soit mise en danger. Je vous ai dit que tous les 3 mots-là, c'est un seul mot, c'est l'intérêt. Okay. On peut dire intérêt économique, intérêt culturel et l'autre intérêt que vous n'avez pas. Politique. Mais suivez-moi. Suivez-moi. Pas si c'est point-là. Non, si vous ne soyez pas agité à Aristote. Monsieur Aristote. N'insistez pas trop. Monsieur Aristote. Alors, que ceux qui nous suivent découvrent que je l'ai opposé un argument que le premier point c'était lorsque les intérêts de l'État sont attaqués, les mots global. Mais lorsqu'il vient dire l'intérêt économique, l'intérêt culturel et mettre 3 points, ce n'est pas fondé. Et je dis que tous ces grands professeurs qui ont soutenu ça sont des faux professeurs. Et l'antithèse est là, les étudiants suivent. Maintenant, voilà, je vous donne les points quand est-ce qu'il y a guerre. C'est soit lorsqu'il y a occupation. C'est-à-dire lorsqu'une fraction ou une partie du territoire d'un État est occupée par une autre. 2. Lorsqu'il y a balkanisation, tentative de balkanisation. Parce qu'il y a différence entre occupation et balkanisation. L'occupation, c'est comme sur Bunagana maintenant, le Rwanda occupe le Congo. Mais la balkanisation, c'est lorsqu'on veut, un État veut partir des conflits internes pour partir d'un seul État, plusieurs États. L'État peut attaquer. Lorsqu'il y a agression, ça veut dire, selon le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, lorsqu'il y a, il est même international, je suis étonné de voir comment il est tenté de balbutier. Lorsqu'il y a usage de la force par un État pour porter atteinte à la sécurité, intégrité nationale et même au fonctionnement harmonieux des institutions dans un autre État, constaté par les Nations Unies ou pas, l'État de la République démocratique du Congo constate la présence rwandaise. L'État congolais peut répliquer sans passer par l'autorisation des Nations Unies. Je lui prends un cas en espèce. Lorsque un obi vient de Brazzaville, tombe à Kinshasa, Moussa Laurent Désiré Kabila, paix à son âme, a fait quoi? Un obi, au nom du principe de la réciprocité, est parti de Kinshasa à Brazzaville. On n'était pas dans une situation de faire de guerre. Parce qu'on a attendu la déclaration des Nations Unies, un doctorat en relations internationales,
qui n'a pas honte de dire à Fumoto un confucianiste. S'il vous plaît, je vous contrains dans le fond. Si vous n'avez pas le temps de suivre, ceux qui vont suivre vont vous dire comment vous avez étalé vos bassesses. Troisième élément, je vous ai plutôt opposé un argument que vous avez copié de votre maître à penser Kofi Olomide, qui a dit qu'il n'y a pas guerre d'après l'article 143 de la Constitution parce que le chef de l'État ne l'a pas encore déclaré. Et je vous ai emmené à lire l'article 85 qui introduit sur les possibilités dans quelles conditions le chef de l'État déclare la guerre. C'est l'article 85. Lorsque des circonstances graves menacent l'intégrité, le bon fonctionnement et la souveraineté, on peut avoir l'état de siège ou l'état d'urgence. Et vous avez tout à l'heure vous-même reconnu que le Rwanda est dans notre pays en train de piller. Et lorsque le Rwanda entre dans un pays étranger qui est direct membre des Nations Unies et pille ses ressources, et que la RDC n'est pas d'accord avec le Rwanda, et que vous analysez les choses comme un juriste sur le plateau, je m'étonne, quand on dit supplétif, ça ne veut pas dire des rebelles. Parce que vous vouliez justifier une aberration ici. Que la rébellion est un statut international reconnu, qu'une fraction du peuple qui n'est pas d'accord avec son régime peut faire une rébellion comme initiative interne et avoir des arrière-bases, c'est-à-dire un pays étranger peut les soutenir. Mais les supplétifs ne sont pas des rebelles. Les supplétifs sur le plan diplomatique et de la politique étrangère, c'est-à-dire Ngai Nengna Bundisa Rwanda, Menazui Ba Rwandais à l'air équipa et c'est le cas d'espèce. Comment quelqu'un qui fait les relations internationales, qui est politologue, va dire, comme le Rwanda ne s'est pas encore déclaré clairement, il n'y a pas. Mais alors, si alors il n'y a pas guerre, l'accord de cesser les faits, l'accord de l'affaire de route de Rwanda, Kagame a signé en acceptant le retrait des groupes d'M23 vers leur cantonnement. Il a agi en tant que qui? En tant qu'un autre Congolais ou en tant que les parrains d'M23. Deux, je voudrais vous prendre en relations internationales. Mais vous avez signé l'accord cadre d'Addis Abeba. Ça veut dire que tous les pays signataires de l'accord cadre d'Addis Abeba ont renoncé à leur souveraineté de soutenir les rébellions dans un pays de la sous-région parce qu'ils ont signé tous qu'aucun pays membre signataire de cet accord ne peut pas servir d'arrière-base à un groupe rebelle d'un pays pour attaquer ce pouvoir. Même s'il était démontrable que l'M23 est une rébellion, le fait que Kagame avait signé l'accord cadre d'Addis Abeba et qu'il avait renoncé à la possibilité du Rwanda de soutenir les rebelles congolais, c'est aussi une agression. Alors, où est-ce que vous avez logé la confusion dans les thèses? Merci.